Bonjour, merci à Philippe Manoury de m'avoir invité. Merci à vous de votre patience à l'heure du déjeuner pour écouter cette dernière intervention. Donc ce dont je vais vous parler, j'ai intitulé ça Esthétique musicale de l'empreinte. On comprendra pourquoi au fur et à mesure. Et mon idée est au fond, essayer d'explorer certaines conséquences esthétiques de ces interactions. On en a vu déjà beaucoup ce matin dans beaucoup d'exemples, entre, disons, le domaine du signal et le domaine du symbolique. Deux domaines qui ont des histoires scientifiques, techniques assez différentes dans le contexte de l'informatique musicale, mais qui se sont considérablement rapprochés, qui ont interagi, et comme on l'a dit déjà plusieurs fois ce matin, la musique tire parti de cela. Alors, plus particulièrement, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est finalement des éléments et des implications esthétiques d'une famille d'opérations que je peux résumer très grossièrement comme ça, c'est-à-dire que pour passer du monde de l'audio et du signal à celui du symbole et de la partition, on passe par une analyse, une décomposition, une analyse acoustique, une transformée de Fourier. Un sonogramme est affiché ici pour le symboliser. Je ne reviens pas sur les détails de ce type d'opération. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée qu'il y a une chaîne, en fait, qui aboutit non pas seulement à une partition, à un fichier MIDI, mais à des instrumentistes qui vont jouer une musique résultant d'une chaîne opératoire. Donc quelque chose qui part du monde du son, d'une sorte de réalité acoustique dont on fait une image sonore, une phonographie, et puis on arrive à une partition qui permet de revenir vers le monde du son. Alors, il y a une opération technique, il y a un mot technique pour parler de cela, qui est celui de la resynthèse. Voilà une des définitions qu'on peut trouver, qui est fournie par le site Ears. C'est un site britannique. Donc les techniques de resynthèse concernent la modification de sons existants sous forme d'enregistrement ou synthétisés, généralement en appliquant un algorithme sous la forme à une certaine forme de représentation du son. Et très souvent, la resynthèse va impliquer la création d'un nouveau son résultant basé sur une procédure de traitement du signal appliquée à un son entrant. Et au fond, si le son résultant ressemble beaucoup au son entrant, c'est qu'on a réussi on avait un bon modèle, on avait un bon paramétrage. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que, en fait, là, ce que j'ai représenté, au fond, c'est disons, c'est une chaîne qui peut servir et qui sert commercialement dans l'industrie du logiciel musical à faire de la transcription automatique. C'est vraiment, si ça se passe bien, on est capable de proposer une belle partition de ce que quelqu'un a joué et qui était enregistré. Cette transcription automatique, alors on nous la vend comme une façon de gagner du temps, ou bien pour des musiciens qui ont une pratique qui ne passe pas beaucoup par l'écrit, et bien d'avoir un outil pour pouvoir créer des partitions qui seront jouées par des musiciens qui lisent la musique. Évidemment, les usages créatifs de cette chaîne, ils n'ont pas du tout la même finalité. Les compositeurs n'ont pas besoin qu'on les aide à tenir le crayon pour savoir comment transcrire. Ils pourraient le faire d'oreille, et au contraire, ils vont utiliser cette chaîne d'opération pour cibler des sons complexes qui ne sont pas transcriptibles réellement dans le monde de la notation musicale traditionnelle, et pour en tirer des résultats, des notations qui elles-mêmes vont permettre à des musiciens de produire des sons inouïs et non pas des sons, je dirais, préalablement pensables musicalement. Alors, il y a une histoire de l'émergence de ces opérations dans la musique contemporaine. Un moment fameux, c'est celui de la fin de période de Gérard Griset, une œuvre une des œuvres majeures du répertoire, pour laquelle il y a un passage, donc cette dernière page, où Griset s'est basé sur une représentation de type sonogramme, vous le voyez à gauche, d'un mi de trombone. Donc ça, c'est vraiment l'image d'un son de 2 secondes à peu près.
Et il en a fait à la main une transcription de ce style-là. C'est pas exactement le même son, mais on voit vraiment l'opération de report très précautionneux des différentes fréquences que Griset pouvait lire dans cette représentation du son. Et puis enfin, il en a fait donc une partition qui est ce moment de ce qu'il a appelé la synthèse instrumentale, puisqu'il s'agit de faire de la synthèse, quelque chose comme de la synthèse sonore, mais dans laquelle les différentes fréquences sont attribuées à différents instruments au lieu de toutes se cumuler dans un seul son synthétique. Etc. Alors voilà, à cette époque-là, l'outillage, c'est vraiment un sonographe, c'est une machine qui permet de produire ce type de représentation, et elle marche sur des fragments courts de son. En fait, Griset n'était pas le premier à faire ça, et n'était pas le premier à avoir un projet compositionnel vraiment s'appuyant sur ce type de technique. François Bernard Mach est sans doute, enfin à ma connaissance, le premier à l'avoir fait, en s'intéressant vraiment à la voix parlée, puisqu'il a dit un poème de Paul Éluard, dont on voit ici un fragment. Il l'a dit de façon à pouvoir se servir de sa représentation sonographique dans une œuvre qui s'appelle Le son d'une voix, et pour laquelle il s'est livré lui aussi à un processus pénible de translittération, en quelque sorte, de l'image acoustique vers une image en forme de notation. Et vous voyez ici la grille d'analyse qu'il avait, et qui donne un résultat esthétique, je pourrais aussi passer, qu'on pourrait qualifier dans une certaine mesure de pré-spectral, en tout cas dans le processus de composition, sinon dans le résultat, puisque ici le report ne se faisait pas de façon microtonale, mais dans le tempérament égal. D'autres compositeurs ont fait ce genre de tentative. Je crois que le nom de Clarence Barlow a été mentionné ce matin, et ce que je retiens ici de Barlow, c'est notamment le terme qu'il a proposé, lui, de synthrumentation, synthrumentation, qui est une façon de désigner cette même opération. Mais on voit que là, ces compositeurs-là sont partis du registre de la langue et de la parole pour la réaliser. Quelle a été la postérité de cette synthèse instrumentale? En fait, ce qui est frappant, c'est que c'est une des choses les plus connues associées à l'esthétique de la musique spectrale, et pourtant, elle est très rare en fait chez Griset et chez les autres compositeurs spectraux. Donc elle a eu peut-être une plus grande influence dans le discours, dans la réception de cette musique, et certainement en tout cas chez les compositeurs des générations suivantes. Là, on parle de deuxième génération spectrale, parfois de troisième, comme par exemple Joshua Feinberg, qui pour une œuvre qui s'appelle Paradigms, a travaillé donc il dit, je me demandais ce qui se passerait si une œuvre dérivait ses timbres non pas d'un son, mais d'un ensemble qui recrée déjà un son. Donc il crée une sorte de méta-resynthèse dans laquelle il va s'intéresser justement à essayer de capter la couleur bien particulière de timbres qui émane déjà d'un ensemble jouant de façon fusionnant un son. Il y a toutes sortes de développements contemporains. Alors ici, je vais me faire référence, sans forcément jouer les exemples, à quelques éléments qui ont déjà été évoqués pour certains, et il me semble que cette idée d'une famille de pratiques de la resynthèse était très très répandue dans la musique contemporaine de ce début du XXe siècle, et on le voyait très bien à l'IRCAM, puisque à l'IRCAM, les outils d'une certaine façon poussé à cela. On peut dire qu'entre le moment de Griset ou de Mach ou même de Barlow et le moment déjà de Feinberg ou de Harvey pour Speaking, c'est de notre moment contemporain, il y a une différence majeure, et cette différence, c'est l'accessibilité, la facilité avec laquelle on peut faire ces transvasements, ces translittérations, ces transcriptions du monde de l'audio à celui du symbole. Du temps de Griset, il fallait vraiment un projet à très long terme, il fallait trouver les ressources. Mach avait accès à des sonographes qui étaient difficiles à trouver. Il fallait aller dans des labos de zoologie, dans des labos de biologie, dans des labos d'études de la voix. Accoutumer ça à la musique avait un coût très élevé. Au contraire, à l'époque de Feinberg ou d'aujourd'hui, eh bien finalement les logiciels, les interactions entre les logiciels, il y a un interfaçage qui est déjà là pour ça d'une certaine manière. Et une grosse différence que cela produit, c'est la qualité
de la reproduction, et le fait qu'on peut l'appliquer à des échantillons sonores à la fois beaucoup plus longs que les exemples que j'ai montrés précédemment, et beaucoup plus nombreux. L'exemple de Speakings, je ne le joue pas. Je rappelle aussi, pour faire allusion à la présentation de Mikhaïl, qu'il y a effectivement des représentations intermédiaires du son alternatives au sonogramme que je montrais tout à l'heure, qui permettent d'interagir directement avec les sons que l'on resynthétise. Et puis, je vais donner une autre partie de l'histoire dont a parlé Mikhaïl ce matin avec l'œuvre d'Aaron Einbond. On entendait ce matin un glacier. Alors voici ce que Einbond a fait sur le cas de la pluie. Oups, pardon. Voilà. Donc fichier de départ et résultat musical joué par des instruments avec son ajouté. Donc, ce que j'aimerais commenter dans cet exemple-là, c'est évidemment sa qualité bruitée. Là où j'ai passé auparavant des extraits où j'ai fait référence à des œuvres pour lesquelles le projet était de prendre un beau son bien harmonique, de le retransposer à l'échelle d'un ensemble d'instruments qui fusionnent, ou bien le modèle était une voix qui dit distinctement un poème pour que le baiser fût, etc. Ici, on a quelque chose qui aurait été totalement insaisissable avec les outils pour lesquels cette technique musicale, compositionnelle avait été originellement pensée. C'est un extrait aussi beaucoup plus long, c'est un enregistrement du commerce qui est allé chercher le compositeur, il s'est pris du field recording, un enregistrement sur le terrain d'un exemple de pluie, et on voit ici donc que le contexte en fait esthétique a muté en même temps que la possibilité technique s'était élargie. Alors c'est ça que j'aimerais explorer dans la deuxième moitié de ma présentation. Ce sont justement les ambiguïtés, les paradoxes, les conséquences de cette évolution. Alors j'aimerais commencer avec un exemple qui est une œuvre musicale, mais pour laquelle je vais vous proposer de prêter attention au texte qui défile sur l'écran tout en écoutant le son. Etc., etc. Ça rappelle un exemple qui a été passé ce matin par Nicolas Aubin. Donc si je fais une hypothèse sur ce que vous avez perçu, au début, on a du mal à vraiment rattacher les deux. Puis il y a un moment vraiment où on entend résonner cette voix derrière le piano mécanique. Ici, donc, on joue en fait sur un registre presque subliminal dans lequel, si vous n'aviez pas le texte, non seulement vous ne comprendriez pas le sens, mais peut-être vous ne vous diriez pas qu'il y a de la parole derrière, à moins d'en écouter vraiment pendant longtemps et de se dire, tiens, il y a un rythme, il y a quelque chose comme une prosodie humaine derrière ce jeu de piano mécanique. Alors, pour montrer une variante de cette option esthétique qu'a pris ce compositeur Peter Haplinger, et je vais en donner une citation pour s'y arrêter très bientôt. Voici maintenant, alors non plus Schoenberg, mais Mao, autre grande figure du XXe siècle, dans un style un peu différent. Il s'agit cette fois d'une œuvre qui est inscrite dans un grand cycle qui s'appelle Voices and Piano, qui est donc une œuvre pour piano et son préenregistré, son historique en fait, de discours ou de témoignages.
etc. Alors, Haplinger appelle ça un phonoréalisme. Et moi, j'appellerais ça plutôt une sorte de pixelisation sonore. On retrouve un peu quelque chose qu'on fait dans le domaine de l'image quand on grossit ou quand on modifie simplement la résolution d'une image. Beaucoup d'artistes visuels ont utilisé ce procédé et on en connaît aussi une version usuelle dans des logiciels qu'on utilise tous les jours pour traiter nos photos ou les représenter sous forme de mosaïque, etc. Alors voici ce que Haplinger dit du grand projet Quadraturen, dont j'ai passé donc un petit extrait de la lettre de Schoenberg, mais il y a beaucoup de pièces et beaucoup de réalisations dans ce projet. Pardon. Il s'agit d'un cycle ou d'une œuvre qui apparaît, donc par exemple jouée par un orchestre symphonique, ou bien comme installation sonore, ou bien encore comme un piano automate. Donc 3 étapes. Première étape, eh bien, toujours d'abord une photographie acoustique, donc ce qu'il appelle une phonographie. Ça peut être un enregistrement de quoi que ce soit, de la parole, un bruit de rue, de la musique. Ensuite, le temps et la fréquence de cette phonographie sont en quelque sorte dissoutes dans une grille de petits carrés dont le format pourrait être par exemple une seconde. Enfin, la grille, c'est la partition et elle n'a plus qu'à être reproduite par différents médias, des instruments traditionnels ou bien un piano contrôlé par ordinateur ou bien du bruit blanc, etc. Et il ajoute cette indication intéressante sur justement le lien avec les arts visuels. La reproduction de phonographie par les instruments peut être comparée à une peinture photoréaliste ou, pour bien décrire l'aspect technique de ce projet, avec des techniques des arts graphiques qui utilisent des grilles pour transformer les photos en imprimés. Donc, ce que soulève en fait cette musique, c'est évidemment le statut du compositeur. On est dans des situations où il y a une forte délégation à une procédure de choix musicaux et évidemment aussi que reste-t-il de la source et quel est l'intérêt, quelle est la stratégie dans le fait de partir de son réel. Si on fait du phonoréalisme, c'est bien qu'on veut que les gens reconnaissent l'objet de la photo ou de la phono. Alors pour explorer ça, je prends 2 comparaisons. La première, c'est avec une œuvre de Pierre Huyghe, un plasticien français. Cette œuvre s'appelle Partition du silence ou Silence Score, et il s'agit en fait de 4 feuilles de papier musique imprimées. Et ce que c'est, cette partition, c'est en fait une transcription automatique d'un enregistrement de 4 minutes 33 de John Cage. Donc une œuvre censément parfaitement silencieuse, mais en fait, effectivement, comme elle est publiée sous forme phonographique, il y a des enregistrements où on a bien un micro ouvert, et donc il y a en fait bien quelque chose qui est capté, il y a bien un signal, et c'est ce signal-là qu'il a voulu mettre en valeur. Et on arrive donc à ce paradoxe de finalement une œuvre qui réussit effectivement à être parfaitement silencieuse, puisque personne ne joue, et où en même temps ce qu'on a à voir, l'expérience sensible qui est présentée, c'est l'existence de petits sons que l'on n'entend pas, en fait, que l'on ne perçoit pas si on écoute l'enregistrement de cette œuvre. Pour moi, ce que je trouve admirable dans cette œuvre de Huyghe, entre autres choses, c'est l'idée de cette réduction à l'absurde de l'opération de resynthèse. C'est-à-dire là, il nous pose d'une façon extrêmement forte la question de, mais finalement, quelle est la place de l'oreille, de la main, du choix dans ce type de procédure. Et notez l'année de composition, si je puis dire, de cette œuvre. C'est plutôt dans les tout débuts du moment où ce type de pratique se répandait dans la musique contemporaine. Un autre exemple, là aussi assez éloigné, pour penser cette question cette esthétique de la resynthèse, c'est ce duo d'un crooner célèbre et de sa fille également célèbre, qui s'appelle Unforgettable. Je vous passe juste le début plutôt que de commenter, et puis j'y viens ensuite. I'd like to have someone join me on this next song. Someone who I'm sure needs no introduction, because the first word says it all.
Désolé, je coupe au milieu de la phrase, mais je pense qu'on a compris l'idée. Donc il s'agit d'un duo posthume, il y en a eu beaucoup dans les années 90, entre une chanteuse et donc son père mort depuis longtemps. Et ça a été le point d'entrée en fait pour ces deux chercheurs, Jason Steniek et Ben Picoult, pour une réflexion assez générale sur la façon dont le capitalisme d'aujourd'hui fait travailler les morts. Et le point esthétique que je veux retenir ici, c'est l'idée que il y a des techniques dans d'autres domaines, ici la musique populaire, pour faire travailler ensemble un son préexistant et une situation live ou un son d'aujourd'hui et créer une espèce de profondeur historique soudaine dans la procédure. Ici, donc, ça s'inscrit plutôt dans une histoire de l'enregistrement multipiste, de l'overdubbing, etc. Mais la chose qui est frappante pour moi, c'est que la force esthétique particulière de ce qu'on vient d'entendre, et pourquoi est-ce qu'elle est si différente de ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est certainement parce qu'il est nécessaire que soit absolument évident le fait qu'une partie de ce qui se passe est le fait des morts, donc est préexistant. On est dans une situation extrêmement différente de tous les exemples que je vous ai passés, où on aurait pu accéder à ces œuvres sans avoir de notion de « ah, en fait, j'entends un son qui est derrière, qui est caché en première, en deuxième, en troisième place, à l'intérieur du son que j'entends ». Cette espèce de jeu-là, il n'est pas du tout présent ici, dès la première seconde, même si on n'avait pas la vidéo où on voit la figure, le revenant un peu, on comprendrait dans les paroles, dans la manière dont elle introduit le chant, que bien sûr, c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est le cadre au sein duquel l'émotion musicale est en jeu, et bien c'est cette coprésence d'un référent et de ce qui est référé et du référent. Alors, évidemment, cet exemple que j'ai pris là, il nous incite à poser la question de la référence de façon peut-être plus frontale dans le domaine de la musique contemporaine, où cette question a toujours été, et la question plus généralement de l'imitation, de la mimésis, a toujours été un enjeu, parfois même un problème. Je me réfère ici à un compositeur O'Callaghan, qui a travaillé pas mal dans ce type de technique et qui distingue, lui, de façon très très forte, en fait, justement, le monde de la référence perceptible et le monde de la référence qui n'est pas perceptible. La synthèse instrumentale, dit-il, ne permet pas la représentation de l'objet sonore de départ. Quand j'écoute la pièce de Grisé, je ne peux pas me dire « ah, en fait, j'entends un mi de trombone ». Au contraire, la translittération fine de sons extramusicaux, avec des techniques d'aujourd'hui, peut être repérée par l'auditoire, même à la limite sans préavis, j'aurais envie de dire. Ce compositeur-là, en l'occurrence, il s'intéresse qu'au deuxième point, ce qui est plutôt rare. C'est ça qu'il veut faire. Il veut qu'on entende les bruits de la rue dans l'ensemble qui est en train de jouer. Haplinger, lui, il s'est prononcé sur cette question, et il dit non, moi ce qui m'intéresse au contraire c'est la zone intermédiaire, c'est la zone liminale. Ce qui m'intéresse c'est pas la reproduction littérale, c'est plutôt cette ambivalence, cette ambiguïté et ce qu'il appelle le sudden shift into recognition, c'est assez joli, c'est-à-dire le moment où tout d'un coup on se dit ah en fait c'est ça, c'est une voix parlée ou bien c'est Schoenberg ou bien je ne sais pas. Donc ce sur quoi j'aimerais conclure, en fait c'est sur finalement des questions beaucoup plus générales que soulève cette technique et ses usages esthétiques. Alors, il y a d'abord un référent qui me paraît très pertinent ici, c'est le travail de George Didier Huberman sur l'empreinte, qui a été d'abord une exposition, puis un livre, et dans lequel Didier Huberman insiste sur le fait que les techniques de moulage, d'empreinte, de l'imprimé direct, ce qu'il appelle la ressemblance par contact, eh bien, c'est quelque chose qui court-circuite complètement notre représentation de ce que c'est que le travail artistique. L'appropriation créatrice, prendre l'inspiration, repérer une forme, sélectionner les traits, reproduire avec une main, exercer, experte. Au contraire, est quelque chose d'horriblement immédiat et de même anachronique, puisque finalement on en trouve aussi bien dans les grottes préhistoriques que dans les technologies les plus modernes de l'empreinte. Et donc il va jusqu'à dire qu'il y a une sorte de face cachée de l'histoire de l'art qui serait une histoire de l'empreinte et qui met en péril en quelque sorte le discours de l'histoire de l'art qui est basé sur la mimésis. Alors, la resynthèse instrumentale, est-ce que c'est une mimésis? Donc, en première instance, oui, c'est une mimésis.
plutôt qu'une empreinte, puisqu'elle utilise des technologies d'aujourd'hui pour faire finalement quelque chose qui ressemble pas mal à ce qu'on a toujours fait. On a fait des madrigalismes, on a fait toutes sortes de modes d'imitation de la nature, de la parole, même aux interactions art-sciences au XXe siècle, qui parfois ont consisté justement à transposer des formes d'un domaine vers un autre de façon très directe. Et en même temps, non, c'est pas tout à fait ça, puisque cette inscription, en fait, elle se fait en donnant toute la structure. Théoriquement, le point de fuite, c'est de mettre toute une structure acoustique, toute sa complexité, sans passer par des médiations humaines. Donc là, on serait dans le registre de l'empreinte qui, en fait, fait disjoncter la mimésis. Mais si on creuse un peu, bien entendu, cette opération, elle n'a rien de si objectif. Il faut le compositeur ou l'artiste, l'opérateur même, engage un choix, les sons, les techniques, le paramétrage, et puis aussi, bien sûr, une fois qu'on a le résultat, on n'est pas obligé de se servir du résultat tel qu'il est. Tous les compositeurs le savent bien, on va pouvoir remodeler l'output, comme je disais tout à l'heure. Et puis finalement, non, la resynthèse instrumentale n'est pas une mimésis, parce que c'est plutôt un phénomène paradoxal, liminal, qui a à voir beaucoup plus avec l'illusion, et même, je disais tout à l'heure, la revenance, ces figures spectrales, ces voix qu'on entend à travers un autre son, et une sorte d'arrière-plan. Mes éléments de conclusion là-dessus, eh bien, ils vont prolonger en fait ce que je viens de dire. Tout d'abord, une notion assez générale, c'est que la transcription assistée par ordinateur, la resynthèse, cette famille d'opérations s'inscrivent dans une tendance plus générale au transcodage. C'est quelque chose qu'on voit de façon très forte dans la pratique de la composition d'aujourd'hui, où il y a toujours l'analogie qui n'a pas été remplacée par le digital, et la notation musicale est toujours bien là et bien vivante, même sous ses formes les plus manuelles d'écrire sur papier. Et donc il y a finalement différents régimes de reproduction musicale qui s'interpénètrent et où on fait passer des matériaux de l'un à l'autre. Ensuite, donc, pour prolonger ce point-là, on peut dire qu'il y a remédiation, c'est un mot qui a été beaucoup employé pour parler des remédiations, par exemple, du cinéma par la télévision, d'une technologie justement qui absorbe les contenus d'une autre. Et bien là, ces remédiations, elles se font à l'intérieur de l'œuvre. Et évidemment, ça crée un continuum particulièrement fort avec les arts visuels. La composition, du coup, c'est plus seulement un assemblage de fragments dans le temps, pour dire ça un peu brusquement, mais c'est aussi beaucoup un jeu avec cette autre dimension un peu perpendiculaire des arrière-plans presque audibles qu'on fait jouer. Et finalement, on retrouve quelque chose de la liminalité, qui était l'autre mot de la musique spectrale, qui n'a pas eu autant de succès que le mot spectral, l'idée de jouer sur des espaces liminaux. Et ici, ce sont tous ces espaces liminaux que j'ai essayé de parcourir très rapidement, entre le sémantique et le non-sémantique, le mort et le vif, l'audible, l'inaudible, le réel et l'illusoire. Voilà, je vous remercie.